Bonjour, on se trouve actuellement au musée d'Orsay pour l'exposition Un modèle noir de Géricault à Matisse. Lors de cette exposition, nous allons découvrir l'évolution de la représentation des modèles noirs dans la peinture de la Révolution française jusqu'à nos jours. Pour cela, nous allons avoir la visite de Neil Verndoy, professeur d'histoire-géographie et co-auteur de Noir entre peinture et histoire. Suivez-moi pour cette visite. Alors il faut savoir que cette exposition, le modèle noir de Géricault à Matisse, est inédite en France, malgré qu'elle soit apparue aux États-Unis. Pourquoi, selon toi, c'est une exclusivité? Je pense qu'on est aussi dans un renouveau, un petit peu, une réflexion autour du genre, autour des ethnies, autour des races, comme ils disent aux États-Unis, et qu'en France, on commence à creuser un peu cette réflexion qu'on ne faisait pas du tout avant, et donc c'est en ça que c'est une nouveauté. Nous sommes devant le tableau de Marie-Guillemine Benoît qui a réalisé le portrait de Madeleine. Donc ce tableau a une histoire particulière puisque d'abord il s'est appelé le portrait d'une négresse, puis ensuite le portrait d'une femme noire et enfin le portrait de Madeleine. Pourquoi cette évolution? Je pense qu'il y a des évolutions sémantiques, des évolutions de la langue, et c'est vrai qu'à l'époque, elle débarque des Antilles avec son maître. Donc quand elle arrive sur le sol de France, elle ne peut pas être esclave parce qu'il n'y a pas d'esclavage en France depuis le XIVe siècle. Et donc là, elle est juste une femme noire. Et elle est peinte par une autre femme. Mais à l'époque, donc c'était une négresse. C'est le terme un peu qui était employé dans les Antilles. Et c'est le terme un peu qui s'est chargé en sens péjoratif, qui est devenu de plus en plus péjoratif parce que ça renvoie directement à l'esclavage. Et au final, après, ils ont décidé de l'appeler noir, parce que noir, aujourd'hui, c'est pas connoté. Dire à quelqu'un tu es noir, c'est pas une insulte. Et puis finalement, dans le musée, là, ils ont décidé de suivre un peu un prolongement historiographique des idées de Amsterdam. La première fois que je l'ai vu, c'est Amsterdam, aux Pays-Bas, au Rijksmuseum, qui ont décidé de changer les noms de toutes les toiles qui pouvaient avoir des termes qui étaient insultants envers les personnes, et donc nègre, négresse, nain, etc., mahométan, c'est des termes qui pouvaient toucher les personnes qui viennent visiter. Et là, puis il y a une évolution. On a trouvé que finalement elle s'appelle Madeleine, donc pourquoi ne pas la renommer? Après c'est un débat en ce moment, dans les musées, dans l'histoire, etc. Parce que c'est toujours le débat, est-ce qu'on efface l'histoire ou est-ce qu'on garde l'histoire? On se trouve maintenant devant le tableau de Billard qui a été réalisé en 1848 pour la deuxième abolition de l'esclavage. Ici, on a l'impression en fait que les Blancs sont la seule cause de l'abolition de l'esclavage. Est-ce une volonté de l'artiste? Alors c'est une volonté de l'artiste, mais en fait c'est une commande de l'État. En fait, il y a la République française, la deuxième République qui vient juste d'arriver au pouvoir en 1848, l'abolition de l'esclavage qui tombe, la dernière abolition de l'esclavage, qu'il y en avait déjà eu précédemment. Et en fait là c'est une commande de l'État, donc c'est sûr qu'on lui demande de mettre en avant les symboles républicains. Et là c'est un député local, mais on voit qu'il a les couleurs tricolores autour de la taille, et vers son bras, qu'est-ce qu'il montre? Le drapeau français, et donc c'est bien à la liberté, à l'égalité, à la fraternité qu'on doit la libération de l'esclavage. Et là c'est vrai que même l'esclave qui est au premier rang, on ne sait pas si elle loue Dieu ou si elle loue le drapeau français. Et c'est vrai que c'est aussi une façon, c'est une publicité, c'est de la communication, c'est de la propagande. Et c'est pas simplement un tableau, c'est pas une photographie. C'est vraiment un tableau de propagande, et on voit la taille aussi du tableau pour montrer que la France est en avance là-dessus et a donné sa liberté. Et bien sûr, on ne va pas parler des mutins, des mutineries, du marronnage qu'il pouvait y avoir en amont de 1848. On se trouve maintenant devant le tableau de Théodore Chassériau qui représente le modèle Joseph. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce modèle qui a connu une grande célébrité à son époque? Alors au-delà de représenter le modèle Joseph, en fait, c'est une commande de son maître. Lui, c'était un disciple de Ingres, un autre peintre, un très grand peintre, et il lui demande de représenter une personne qui tombe. Il lui dit, tu prends une personne noire, c'est pour ça qu'il y a des mains, en fait, c'est juste une étude, c'est juste pour s'entraîner qu'il fait ça. Il lui dit, tu me l'envoies une fois que tu as réalisé cela. Et en fait, a posteriori, après, il apprend qu'en fait, c'est pour réaliser le diable qui tombe du ciel. Donc en fait, dans l'idée d'Ingres, c'était de représenter le diable noir, mais en même temps, ne pas lui dire qu'il représente le diable, à Chassériau, c'est qu'il va représenter un être normal. Il ne va pas lui mettre de cornes, il ne va pas le rendre diabolisant, il ne va rien faire du tout. Et pour Joseph,
Il est très connu en fait parce qu'il arrive de Saint-Domingue, il arrive à Marseille il rentre dans une troupe d'acrobates, puis il monte sur la capitale et en fait il est tout de suite repéré parce qu'il est assez musclé, on le voit tout de suite là, et il a des muscles saillants, etc. Et donc il est repéré assez rapidement par Géricault, il sera dans le radeau de la Méduse, et en fait une fois qu'il fait le radeau de la Méduse, qui est une œuvre incroyable qui est au Louvre, tous les peintres se l'arrachent, et donc après il arrive enfin, puis c'est peut-être le seul modèle noir qui arrive à vivre de son métier de modèle.